Ce culte était pratiqué du temps de la colonisation. À partir du moment où les communistes se sont installés au Vietnam Nord, le culte a été totalement interdit, pourchassé. Il a subsisté sous forme clandestine, mais un certain nombre de femmes pratiquantes de ce culte des génies le pratiquaient, mais à titre privé, à Noyant déjà. Mais quand nous sommes allés à Noyant en 1965, ces femmes-là étaient parties à Saint-Livrade. Donc on a entendu parler qu'à Saint-Livrade, il y avait ce culte des génies qui se pratiquait dans un local particulier qu'on appelait, que tout le monde appelle la pagode. Voilà, c'est comme ça qu'on a découvert ce culte. On s'y intéressait comme des ethnographes qui découvraient un culte qui était en voie de disparition et comme des folkloristes qui cherchent les derniers soupirs des derniers pratiquants d'une religion qui, ou de n'importe quoi. Et on était persuadé que le culte allait disparaître. Il était pratiqué à Saint-Livrade par des femmes, essentiellement des femmes. C'était dans un local particulier qui avait été mis à la disposition des bouddhistes, dans la mesure où les fidèles du culte des génies étaient en même temps bouddhistes. Il faut pas avoir les catégories religieuses que nous avons en Occident, où au Vietnam on peut être de deux religions, ou même de trois ou de quatre, en même temps, sans que cela pose absolument aucun problème. Donc les fidèles des génies se considéraient comme bouddhistes. Mais il y a des bouddhistes qui ne sont que bouddhistes, qui ne servent pas le génie, et certaines considèrent ce culte des Madons comme impur, enfin, pas du tout compatible avec le bouddhisme. La première fois euh, qu'on est arrivé cette pagode, dans ce lieu, ben, on était comme n'importe quel spectateur qui ne voyait rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il ne distinguait rien, ça apparaît comme un fouillis, il y a des chapeaux qui pendent au plafond, il y a des, il y a des espèces de grottes en forme de crèche de Noël avec des petites poupées, etc., etc. Tout ça, c'était un fouillis. Enfin, ça apparaît au spectateur qui y est là pour la première fois comme un fouillis, et les cérémonies elles-mêmes, les premiers temps, on n'y comprenait pas grand-chose parce qu'on ne distinguait pas. Il y avait une dame qui était assise avec ses assistantes à droite et à gauche, qui changeaient de vêtements, etc., etc., etc. Donc il a fallu assister à un grand nombre de cérémonies. La madong, c'est vraiment la servante. Les termes qui, en vietnamien, c'est la servante, c'est le cheval des génies. Le génie vient les chevaucher. Donc c'est le génie qui décide de tout. Et le génie, on ne devient pas madong parce qu'on décide de devenir servante des génies. On le devient parce qu'il y a les génies ou un génie particulier vous appelle. En général, il y a une résistance de la part de l'appelée, de la femme, de la future servante, une certaine résistance, mais ça ne sert à rien parce qu'elle va être malade. Le génie va lui envoyer tout un tas de signes néfastes jusqu'au jour où où elle se décidera à venir servir le génie. C'est le génie qui décide la chose. Il n'y a pas d'initiation proprement dite. L'initiation se fait en assistant aux cérémonies. C'est un génie de possession multiple, c'est-à-dire que au cours de la même cérémonie, la servante des génies euh, fait descendre plusieurs génies. D'une part, génie masculin, génie féminin, et d'autre part, il y a une hiérarchie stricte entre les hauts placés, les moyens, qui est aussi une hiérarchie d'âge. Les, les dames et les grands mandarins sont des gens d'un certain âge, des adultes, avec tout ce que ça comporte. Ensuite, et le, le côté très majestueux de la possession. Ensuite, ce sont les princes et les demoiselles, qui sont des génies jeunes, espiègles, joueurs,
souriant, etc., etc. Et puis les génies enfants, où la servante de génie se comporte comme un petit enfant. Les cérémonies s'échelonnent s'échelonnaient tout au long de l'année. Et c'est Abaddon qui décide, mais sous l'impulsion des génies, de venir les servir. Et la cérémonie durait combien de temps? 5 heures, autour de 5 heures. Vraiment, on travaillait dans l'esprit des ethnographes qui recueillent les derniers soubresauts d'une tradition. On n'imaginait pas que des jeunes femmes qui étaient nées en France ou venues en France très jeunes encore, allaient se mettre à pratiquer ce culte. À l'époque, c'était inimaginable. Et puis ce culte a connu, à partir du moment où le Vietnam s'est libéralisé, dans les années assez tardives, 80, les années 2000, le culte a connu le culte des Madong, ce qu'on appelle le Lendong de manière courante, a connu au Vietnam un renouveau absolument spectaculaire, euh, de manière religieuse, mais aussi sous forme de spectacles plus ou moins folkloriques. Donc il y a eu un renouveau absolument extraordinaire de ce culte, ce qu'on ne pouvait absolument pas prévoir à l'époque, mais auquel on a un petit peu contribué, je pense, à notre échelle, parce que le bouquin qu'on a fait a été, a été connu par des gens par des Vietnamiens qui étudiaient, qui se sont intéressés ou réintéressés à ce culte. Et donc, à notre modeste échelle, on a dû participer à ce renouveau spectaculaire du Lendong.